bonjour et merci de me laisser l'opportunité de présenter ce travail, qui est un travail un petit peu préliminaire et qui porte sur des algorithmes de classification d'images et la possibilité d'étudier la faisabilité de les perturber par la génération d'images de deepfake. On parle de plus en plus de machine learning, d'intelligence artificielle, de deep learning, avec d'excellentes performances des algorithmes, notamment des algorithmes de deep learning pour la reconnaissance d'images médicales, que ce soit dans le domaine de la dermatologie, que ce soit dans le domaine de la radiographie. Et on a une méta-analyse récente d'Agward et al. Publiée dans le Nature Digital Imaging qui montre qu'effectivement ces algorithmes donnent d'excellentes performances au regard de l'humain sur la classification d'images et notamment le repérage de pathologies et de pathologies, par exemple dans le cadre de cancer et d'imagerie de radiographie, de lésions petites qui seraient passées outre, pour lesquelles le médecin serait passé outre. Pour générer ces algorithmes, pour entraîner ces algorithmes, il est nécessaire de disposer de grandes bases de données d'images ces bases de données d'images sont souvent issues de données partagées car en tant qu'hôpitaux, on ne dispose pas souvent de bases de données suffisamment importantes pour faire apprendre un modèle de deep learning. Par ailleurs, dans l'actualité, on entend de plus en plus parler de reconnaissance des cyberattaques envers les hôpitaux, envers des grosses industries. Et une étude de 2019 a montré qu'il était réalisable, pas simplement, mais réalisable, de prendre le contrôle d'appareils de radiographie et de modifier les flux de données pour perturber ces images. Donc nous, on a voulu s'intéresser à étudier la faisabilité et l'impact d'attaques sur ces banques de données d'images et surtout la faisabilité, la mise en œuvre de ces algorithmes lorsque l'on ne s'appelle pas Google, lorsqu'on n'a pas les moyens de Google ou d'IBM. Donc l'objectif de cette étude, c'était déjà d'évaluer la faisabilité et l'impact d'une attaque ciblée sur un système de reconnaissance d'images médicales basé sur l'apprentissage profond, deep learning. En gros, on allait générer des deepfakes, c'est-à-dire générer des images qui sont modifiées de manière imperceptible à l'œil nu pour tromper un algorithme de classification. Et dans un second temps, on voulait évaluer la capacité humaine, donc de capacité médicale de médecin, à détecter ces perturbations à l'œil nu dans les images ainsi générées. Pour cela, on a utilisé une base de données d'images dermatoscopiques qui s'appelle HMA 10 000, Human Against Machine with 10,000 Images, qui contient donc 10 000 images dermatoscopiques annotées pour 7 lésions cutanées du névus mélanocytaire au mélanome. Nous avons utilisé, comme cela se fait souvent dans la classification d'images, un modèle de classification d'apprentissage profond, de deep learning, alors pré-entraîné, et que l'on va modifier pour l'adapter à notre objectif. Donc nous avons choisi un modèle qui donnait de bonnes performances en termes de classification, un modèle DenseNet, le modèle DenseNet 201 car il contient 201 couches de neurones cachés, avec à peu près 20 millions de paramètres préentraînés. À côté de ça, nous avons développé un modèle génératif qui allait apprendre à générer des perturbations indétectables sur ces images afin de tromper ce modèle de classification. Donc, le modèle de classification, le modèle DenseNet 201, donc comme je vous l'ai dit, c'est un modèle de deep learning, d'apprentissage profond, qui contient 201 couches cachées, qui prend une image en entrée et qui, à partir de neurones et notamment de convolutions, va permettre de classer les images selon un certain type. Alors, le modèle d'origine est pré-entraîné pour avoir en sortie 1000 classes. Donc,
lorsque l'on fait de la classification ciblée, lorsqu'on utilise ces modèles préentraînés, l'idée c'est de prendre ces modèles, d'utiliser les poids préentraînés, de modifier la sortie pour l'adapter au nombre de classes qui nous intéressent. Ici, on avait besoin d'avoir 7 classes en sortie et de finir l'apprentissage de ce modèle sur quelques itérations de la base de données qui nous intéresse. Et ensuite, comme ça se fait souvent sur ces problématiques de classification d'images, eh bien, on utilise deux métriques qui s'appellent la précision et le recall, que l'on connaît plus souvent sous le nom de valeur prédictive positive pour la précision et de sensibilité pour le recall. Donc ça, pour le modèle, c'était donc le premier modèle, le modèle de classification préentraîné. Le modèle génératif, eh bien, c'était un modèle inspiré des modèles adverses génératifs, alors Generative Adversarial Networks ou GAN en anglais. Alors, on peut voir ces modèles génératifs comme un faussaire et un policier. Le modèle génératif va essayer de générer une image à partir d'images déjà préexistantes et va essayer de tromper un discriminateur qui, lui, essaye de distinguer quelle est l'image réelle et quelle est l'image fabriquée. Et ça s'appelle des modèles adverses, puisque l'un essaye de tromper l'autre, et cette symbiose entre les deux modèles va permettre d'obtenir des images de plus en plus propres, de plus en plus réelles, qui s'approchent de la réalité, et pour lequel le modèle, le policier, enfin le modèle discriminant, ne pourra plus faire la différence entre l'image réelle et l'image synthétisée. Donc ça, c'est pour le modèle génératif. Nous, ce que nous avons fait, nous avons utilisé un modèle génératif qui, en entrée, prenait une image, qui ensuite permettait de générer un filtre que l'on rajoutait à cette image et que l'on passait ensuite au modèle de classification en spécifiant une classe particulière, c'est pour ça que c'est une attaque ciblée, en disant au modèle de classification, eh bien l'image que je te donne ici, c'est un névus mélanocytaire, peu importe l'image en entrée. Et le fait de passer cette chaîne d'informations au classificateur préentraîné, eh bien ça va forcer le modèle génératif à générer un filtre de plus en plus précis pour essayer de tromper ce classifieur. À côté de ça, on rajoutait une régularisation de type L2 à ce filtre généré pour que l'image obtenue filtrée soit la plus proche possible de l'image originale. En termes de résultats, je vous présente ici les 7 types de lésions, les 7 images de lésions prises au hasard sur une base de données de test que le modèle de classification a correctement classé avant modification. On passait un filtre généré avec le modèle génératif, on ajoutait un filtre génératif sur ces images, ce filtre génératif étant obtenu à l'aide du modèle génératif, et on obtenait des images modifiées que ensuite on essayait de repasser dans le classificateur, et vous voyez que le classifieur était trompé, puisque au final toutes les images passées dans ce classifieur étaient reconnues comme des névis mélanocytaires. Donc, si on s'intéressait à la précision et au recall avant et après modification, sur les images originales, on avait une précision assez intéressante. L'objectif n'étant pas d'avoir le meilleur classifieur, nous n'avons pas cherché à optimiser les hyperparamètres afin d'avoir le meilleur modèle. Ce qui nous intéressait, c'était de voir à quel point on pouvait tromper ce modèle à l'aide de ce modèle génératif. Et donc ça, c'est la colonne de droite, où lorsque l'on appliquait le même modèle de classification sur les images modifiées, eh bien, on obtenait un fooling ratio de 100%, puisque aucune image n'était classée correctement, mis à part les névus mélanocytaires, puisque c'était la cible de l'attaque adverse. On a voulu vérifier sur si l'œil humain était capable de distinguer ces perturbations. Donc, on a demandé à 2 médecins
en aveugle de vérifier et de classer les images, de dire si l'image était une image originale ou une image modifiée, comme c'est le cas sur cette slide, avec une image originale et une image modifiée. Donc pour cela, on a pris un échantillon de 50 clichés au hasard, 2 évaluateurs indépendants, et on a donc demandé à ces évaluateurs de classer les images modifiées ou non modifiées. Eh bien, lorsque l'on faisait cette petite expérience, on obtenait une sensibilité de 58,3% et une spécificité de 42%. Donc relativement mauvaise. Et lorsque l'on vérifiait l'agreement entre les deux évaluateurs, eh bien, on avait un coefficient kappa très faible, voire inférieur à 0, ce qui signifie que la classification était moins bonne qu'une classification faite au hasard. Donc, en conclusion, effectivement, les algorithmes de deep learning sont très efficaces, sont très performants, mais on s'aperçoit qu'il est facilement possible de les attaquer, entre guillemets, et de les perturber afin de les tromper. Alors quand je dis facilement, c'est parce que nous ne nous appelons pas Google, nous ne nous appelons pas IBM, et cette petite étude a été réalisée à l'aide d'un simple PC à 2000 € avec une carte graphique grand public. Donc s'il y a des gamers dans la salle, eh bien, ils verront que ce genre de carte, effectivement, est une carte qui n'est pas très chère. Et la problématique, c'est que ces attaques sont indétectables à l'œil nu. Donc pour conclure, il y a plusieurs façons de se prémunir de ce genre de choses, ce genre d'attaque. Ça va du cryptage des images ou des flux de données à l'intérieur de l'établissement. Mirsky et al. Ont suggéré d'ajouter un filigrane numérique dans l'image, une espèce d'empreinte qui, lorsque l'on va corrompre l'image, eh bien, ça va également corrompre ce filigrane, et ça indiquera une perte d'intégrité. Et une méthode qui est de plus en plus utilisée, c'est d'entraîner ces modèles de classification eh bien, en rajoutant une étape supplémentaire, une étape de corruption de ces images de la même façon que l'on a utilisé dans cette étude, et d'entraîner des modèles de classification avec des images originales et des images perturbées afin de rendre l'algorithme de classification plus robuste à ces attaques adverses. Je vous remercie de votre attention.